Tu as passé des heures, voire des semaines à travailler sur ton offre, tu en es vraiment super fière. Tu t'attendais à un engouement de ouf et en fait les ventes ne décollent pas. Tu continues d'en parler, tu continues de montrer cette offre pour montrer qu'elle existe et en fait ça change pas grand chose. Et là tu commences sérieusement à flipper. Si c'est ton cas, vraiment pas de panique, on va justement voir dans cet épisode tout ce qui peut coincer. Si tu ne me connais pas encore, alors bienvenue par ici. Moi je suis Manon Théveny et je coach les entrepreneurs du bien-être à développer, à lancer leur activité et à révéler leur plus beau potentiel. Je te partage ici chaque semaine du nouveau contenu avec des conseils business, avec des réflexions mindset, avec des insights aussi de ma vie entrepreneuriale. Donc si tu ne veux rien louper de tout ça et pouvoir en bénéficier, n'oublie surtout pas de t'abonner. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de venir auditer ton offre ou tes offres si tu en as plusieurs pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle ne se vend pas. Donc, je vais pas te partager ici de solutions magiques ou de méthodologies à copier-coller bête et méchamment parce que ça fonctionne à tous les coups. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. Par contre, c'est une problématique qui revient très très souvent auprès de mes coachés que j'accompagne en individuel dans mes accompagnements. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de traiter. Et finalement, je me rends compte qu'il y a vraiment toujours les mêmes causes ou les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, je les ai vraiment réunies, condensées au même endroit pour toutes te les partager ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même te rassurer sur un point. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à vendre ton offre que ton offre est nulle ou que toi tu es nul ou pas assez ou que sais-je encore. Je sais que c'est parfois un peu difficile, on peut vraiment le prendre personnellement et tout remettre en question lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Mais en réalité, il y a très très peu de fois où c'est l'offre en question le problème. On va quand même en parler, notamment dans un des points que je vais exposer parce que ça peut parfois être le problème ou en tout cas un des problèmes, mais très généralement, les offres sont déjà excellentes. Moi, la plupart des entrepreneurs que je rencontre sont déjà excellentes à ce qu'elles font et c'est rarement ça le problème. Le problème est vraiment sur d'autres points, notamment au niveau de la communication, du marketing et c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui ne sont pas innées, en tout cas qu'on apprend peu dans sa formation de coaching ou dans sa formation de naturopathie ou dans sa formation de sophrologie, etc., etc. Donc, c'est vraiment des skills qui sont à apprendre, qu'on ne peut pas deviner, mais ça ne remet quasiment jamais en question en réalité la valeur de l'offre, ce qu'elle vaut véritablement. Et ça, j'aimerais vraiment que tu puisses en prendre conscience parce que je sais que ça peut déstabiliser plus d'une personne et après, on entre un petit peu dans un cercle infernal qui n'apporte rien de bon. Donc vraiment, rassure-toi, si aujourd'hui tu as du mal à vendre ton offre, pas de panique, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de petites choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont pouvoir corriger le tir et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le premier point, et c'est sûrement le plus important, c'est que ton offre ou le discours que tu tiens à propos de ton offre manque de clarté. On ne sait pas vraiment à qui l'offre s'adresse, on ne sait pas non plus vraiment quel problème elle vient résoudre, on ne sait pas non plus vraiment ce qu'elle va apporter concrètement à l'intérieur. Bref, c'est vraiment beaucoup trop flou. Et généralement, si ton discours est flou, c'est parce que déjà toi-même aussi, tu manques de clarté sur la manière de présenter ton offre. Et donc, ça va aussi se montrer, se voir dans la manière dont tu vas communiquer. Parce que forcément, si c'est pas clair pour toi, tu vas avoir du mal à communiquer avec clarté dessus aussi. Et généralement, c'est là que tu as l'impression de tourner vraiment en rond, de rabâcher toujours la même chose, parce qu'en fait, tu as seulement que 2 ou 3 arguments de vente. Et donc, c'est ceux-là que tu répètes en boucle et en boucle. Et c'est là que ça commence à devenir redondant pour toi comme pour ton audience. Ce que je te dis là, c'est la base de la base, et peut-être qu'en m'écoutant, tu te dis que c'est complètement évident, mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce que ça, c'est une question que je pose toujours à mes clientes quand on parle des offres. Je leur demande de me les présenter et de me les vendre à moi comme si j'étais un prospect. Et en fait, très généralement, elles pensent que ça va être assez facile parce que c'est leur offre, donc évidemment, elles la connaissent mieux que personne. Mais en réalité, elles se rendent rapidement compte que une fois qu'elles m'ont donné les 2-3 grandes généralités sur leur offre et ce qu'elle va apporter, elles n'arrivent pas forcément à aller plus loin que des simples arguments de surface. Et c'est là que ça coince. Parce qu'en réalité, ces arguments de surface, on les retrouve dans 90% d'autres offres, d'autres concurrents. Donc, c'est pas vraiment ça qui va l'aider à se démarquer ou ça qui va vraiment permettre à l'offre de sortir du lot par rapport à plein d'autres qui existent déjà sur le marché. Donc, c'est pas suffisant pour marquer les esprits et pour se démarquer, encore moins quand le marché est assez concurrencé. Et pour pallier à ça, j'ai un super outil que je dégaine systématiquement dans ce genre de situation parce que c'est une simple méthodologie en 3 étapes qui va vraiment permettre d'avoir une vision claire, précise et presque exhaustive finalement de tout ce que l'offre va permettre, apporter et aussi de la cible à laquelle elle s'adresse spécifiquement. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de clarifier toutes les zones d'ombre et ça va vraiment mettre en évidence aussi là où c'est beaucoup trop général. Donc c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, je l'applique à chaque fois en séance individuelle avec mes coachés quand ça s'y prête dans mes accompagnements individuels, mais c'est aussi un outil que je transmets au sein de mon programme Ready to Sell, donc qui est mon mini-programme pour t'apprendre à vendre et lancer ton offre étape par étape. Et pour rappel, tu as toujours le code READY250 qui t'offre moins 50 € de réduction sur le programme. Donc si ça t'intéresse, le lien est toujours juste en dessous. Ensuite, le deuxième point, et c'est un peu une extension du premier, on va parler de la valeur perçue. Donc dans une offre, il y a toujours la valeur réelle.
Donc ça, c'est ce que vaut véritablement ton offre. Mais ça, à part toi qui as créé l'offre et les clients qui ont déjà acheté l'offre et qui du coup bénéficient du produit final, les autres n'en ont pas forcément connaissance. Tous les autres se feront une idée de ce que vaut ton offre à partir de ce qu'ils vont percevoir de cette offre-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de valeur perçue, parce que c'est tout ce qu'ils vont pouvoir percevoir autour de ton offre, qui n'est pas forcément la réalité d'ailleurs, qui va les aider à se faire une idée sur est-ce que ça vaut pas son prix. Donc c'est vraiment hyper primordial. Parce que du coup, tu comprends bien que tu peux avoir une offre qui est génialissime, full valeur, full transformation. Si la valeur perçue, donc l'image que l'on se fait de ton offre n'est pas au niveau, et ben les gens vont complètement passer à côté. Ils vont se dire que ça vaut pas le coup, ils vont voir que ça va être trop cher aussi pour ce que c'est, parce que eux, la valeur qu'ils perçoivent de l'extérieur, donc l'image qu'elle renvoie, c'est que c'est pas hyper intéressant. Donc c'est vraiment hyper important du coup de travailler la valeur perçue de ton offre au même titre évidemment que la valeur véritable de ton offre. Pour ça, il va vraiment falloir que tu essaies de te mettre dans les chaussures vraiment d'un prospect type lambda qui ne connaît pas ton offre pour vraiment essayer de voir ton offre avec des yeux nouveaux comme si tu ne la connaissais absolument pas. Donc vraiment, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois quand tu vois tes différentes communications, quand tu vois le branding, quand tu lis la page de vente, etc. etc. Essaie vraiment d'être la plus objective possible sur ce que tu captes de l'offre pour vraiment voir si toi, en étant un client lambda, est-ce que tu serais raccord par rapport au prix qui est demandé ou est-ce qu'il y aurait comme une décorrélation et du coup, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait que de l'extérieur, ça ne vaut pas autant son prix, par exemple. Donc, travailler la valeur perçue, ça passe par tout un tas de petites choses, comme par exemple, j'en parlais, le branding, la communication, les visuels vraiment que tu vas employer pour communiquer autour de ton offre. Si ce sont des visuels qui sont un peu à l'ancienne, qui sont pas de très bonne qualité au niveau des images, avec des polices qui sont pas très lisibles ou pas très modernes, si le tout fait un petit peu amateur, ça va pas renvoyer une image très professionnelle et on peut faire le raccourci que si ça c'est pas top, j'imagine pas trop le contenu de la formation, du programme, de l'offre en question, ça risque d'être un petit peu cheap aussi. Donc l'image que tu vas renvoyer avec ta communication va vraiment donner un indicateur aussi de la valeur de ton offre, même si pourtant ce sont deux choses et deux compétences complètement séparées. Ça passe aussi par le wording, donc les mots que tu vas employer pour parler de ton offre. Et ça, je sais que très souvent, on va essayer d'être le plus factuel, voire le plus neutre possible, parce qu'on a peur d'en faire trop, on a peur d'être un vendeur de tapis, on a peur de vendre du rêve. Du coup, on reste assez mesuré dans notre manière de parler de notre offre, comme ça, on prend pas trop de risques et on a un peu cette humilité de pas vouloir se mettre trop en avant. Et en fait, c'est une grossière erreur. Parce que du coup, on réduit vachement la portée des mots qu'on pourrait utiliser pour décrire notre offre, parce qu'on n'ose pas employer le mot meilleur, extraordinaire, génial, etc., etc. Et en fait, ces mots-là, ils ont vraiment une psychologie et ça va vraiment impacter aussi le lecteur qui va davantage se projeter dans l'offre s'il y a des mots un petit peu superlatifs comme ceux que je viens de citer. Et on n'est pas là pour mentir, absolument pas. Par contre, toi, il faut que tu sois en mesure de retranscrire ce que tu penses véritablement de ton offre. Si toi, tu en es absolument fier, que tu es sûr en fait que c'est un produit qui est génial, qui peut vraiment transformer la problématique de la cible que tu vises, justement, sens-toi libre de l'exprimer tel quel. Ne sois pas timide, ne te cache pas derrière une fausse humilité. C'est vraiment trop dommage. Tu perds des prospects qui seraient vraiment hyper intéressés seulement si tu avais osé en fait montrer la vraie valeur de ton offre. Et enfin, le plus important, ça passe par mettre en avant, par mettre correctement en lumière la transformation attendue quand on suit ton offre. Donc, on parle vraiment là des résultats attendus, de ce que l'offre va permettre. Ça va énormément jouer sur la valeur perçue, évidemment. Donc, on en revient au point numéro 1 sur la clarté et sur le fameux outil dont je parlais qui est dans le Ready to Sell, parce que ça, c'est hyper important. La valeur perçue passe aussi énormément par la clarté avec laquelle on va pouvoir présenter l'offre et vraiment la clarté sur ce qu'elle va pouvoir proposer, sur ce qu'elle va vraiment pouvoir permettre au client qui va suivre l'offre. Ensuite, troisième point, et il est encore très en lien avec les deux premiers, et c'est le seul point où je vais peut-être un peu critiquer ton offre si tu rentres dans ces deux cas de figure-là, c'est quand tu essayes de vendre une offre qui est soit trop générale ou alors trop fourre-tout. Ça peut être complètement deux opposés, mais qui ont des conséquences assez similaires. Ce que j'appelle une offre trop générale, c'est les offres qui peuvent s'appliquer à tout le monde pour n'importe quelle problématique. Donc c'est souvent des personnes qui ne veulent pas se nicher, qui veulent rester du coup généralistes, parce qu'elles ont peur que ça leur ferme des portes ou parce qu'elles n'ont pas envie de choisir une niche particulière, etc. etc. Donc c'est souvent des coachs qui vont proposer des accompagnements de coaching, donc des naturaux qui vont proposer X séances de naturopathie, donc des packages, ou pareil avec l'EFT, X séances d'EFT, etc. etc. mais sans rien mettre après ça. Donc ça reste volontairement ouvert parce que on se dit que si je suis coach, je suis capable en fait d'accompagner pour aider quelqu'un à retrouver la joie dans son quotidien, pour aider quelqu'un sur son projet professionnel, pour aider quelqu'un à améliorer ses relations, quelles qu'elles soient. Et en soi, c'est vrai.
On se dit que quand on est naturopathe, on peut aussi bien accompagner quelqu'un pour améliorer ses troubles digestifs que l'aider à gérer ses problèmes cutanés ou alors l'aider à réguler son cycle hormonal, ce qui est vrai aussi. En tant que sophro, on peut se dire qu'on peut très très bien aider un étudiant à gérer son stress pendant sa période de révision et d'examen. On peut aussi aider une maman qui est hyper fatiguée à retrouver un sommeil qui est réparateur et avoir de meilleures nuits. Et on peut aider un cadre dirigeant à vaincre un petit peu sa peur de parler en public, son anxiété par rapport à ça pour être plus à l'aise en réunion. Tout ça, c'est vrai, parce que ce sont des compétences que l'on apprend dans nos formations et en soi, on est capable d'immensément plein de choses. On peut accompagner tout un tas de personnes avec les compétences qu'on a acquis au fur et à mesure de nos formations. Sauf que tout ça, c'est tellement vaste, ça peut parler à tout le monde et personne en même temps, que c'est vraiment hyper compliqué du coup de sortir du lot ou en tout cas de communiquer pour que ça puisse toucher les bonnes personnes parce que tu vas sans cesse communiquer de manière hyper large. Donc les algorithmes des différentes plateformes que tu vas utiliser ne vont pas trop savoir auprès de quelle audience tu veux diriger. Donc ça ne veut pas dire que tu dois absolument te nicher. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas ça ou n'en ont pas envie, mais il faut quand même avoir conscience que ça risque d'être plus long pour se faire un nom et que ça va vraiment demander beaucoup de bouche à oreille et que ça va peut-être être, oui, juste plus long que si tu te nichais un petit peu. Donc ça peut vraiment être intéressant, surtout au début, et ça ne t'empêchera pas d'élargir par la suite, de commencer quand même avec une clé d'entrée, avec des mots-clés, avec une niche qui soit quand même assez identifiable, juste pour que toi, tu puisses te concentrer sur une problématique que tu maîtrises, pour le coup, plutôt bien, pour qu'on puisse t'identifier beaucoup plus facilement. Et du coup, mieux identifier aussi à qui ton offre peut s'adresser. Même si en réalité, ton offre pourrait convenir à tout un tas de personnes, ça va te demander toi de choisir un public précis sur lequel tu vas te concentrer, au moins au début, pour faciliter ta communication et faciliter la rentrée des premiers clients. Ensuite, ce que j'appelle l'offre fourre-tout, c'est l'offre où tu veux absolument tout donner à ton client, où tu veux tout résoudre, tous ses problèmes par rapport à la problématique que tu cibles et que tu vises. Et ça, c'est un problème. Je sais que c'est très difficile quand on est perfectionniste, quand on a à cœur d'aider vraiment les gens, quand on sait plein de choses qui peuvent être aidants, etc., etc. On a vraiment envie d'être exhaustive pour proposer le meilleur à ses clients, mais ça peut finalement avoir des conséquences assez néfastes alors que ça part d'une bonne intention. Pour moi, ça cause deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'en fait, quand tu cherches à faire quelque chose d'hyper exhaustif, donc de vraiment accompagner ton client du point A jusqu'au point Z, très souvent, c'est qu'en fait, dans ta clientèle ou dans les prospects qui zonent un petit peu autour de ce que tu proposes, il y en a plein qui sont à des degrés différents d'avancement ou de conscience. Donc ça veut dire que si tu proposes une offre vraiment de A à Z, il y en a plein qui n'auront pas besoin des premières étapes parce qu'ils seront déjà passés par là. Donc ils n'auront pas envie d'aller vers ton offre parce qu'ils auront l'impression de perdre un peu d'argent à acheter peut-être des modules ou des étapes dont ils n'auraient pas forcément besoin. Donc soit tu gères un peu le SAV, tu fais du cas par cas avec des prix un petit peu à la carte selon les modules qu'ils prennent, mais là c'est difficilement gérable, tu le comprends bien. Ou soit en fait tu te fermes d'une certaine clientèle qui va avoir un besoin spécifique et vu que ton offre ne va pas lui correspondre à 100% parce qu'il est au-dessus de certaines problématiques, va se diriger vers une offre qui est peut-être plus précise par rapport à l'étape d'après sur laquelle il a besoin d'aide. Donc tu veux bien faire et au final tu te coupes quand même d'une partie de ta clientèle qui est prête à investir, simplement elle veut quelque chose de beaucoup plus précis et adapté à sa situation actuelle. La deuxième problématique, c'est plus pour la suite de ton business. Sauf si tu veux vraiment un business model où tu as une offre unique avec une grosse offre premium, c'est possible aussi. Moi, c'est pas la manière dont je fonctionne. Donc, si c'est ton cas, c'est un petit peu différent, mais il faudra vraiment avoir une très grosse offre et aussi le bon marketing qui va autour. Donc, ça représente quand même certains risques. Mais si, comme moi, tu es plutôt du genre à vouloir te diversifier, à vouloir fidéliser ta clientèle et du coup aussi que tu n'as pas envie de t'ennuyer avec une seule offre parce que tu as envie de créer plein de choses, le fait d'avoir une offre qui est trop exhaustive, ça peut te bloquer pour la suite. Parce que si tu veux créer d'autres offres, tu vas peut-être te retrouver bloqué parce qu'en fait, tu auras l'impression que tout a déjà été abordé dans l'offre principale et qu'en fait, si tu crées autre chose, ça va quelque part être une répétition, une redondance et ça va pas être agréable pour toi, ça va pas être facilitant aussi pour tes clients pour comprendre pourquoi cette offre plutôt qu'une autre, etc., etc. Donc ça pose vraiment problème. Tu auras toujours du mal à valoriser correctement les nouvelles offres qui paraîtront toujours comme étant des petits échantillons de l'offre principale. Et ça envoie jamais vraiment le bon message, tu vois. Et ça, c'est un point dont on reparlera un peu plus loin dans l'épisode, parce que justement, je vais parler de cette notion d'écosystème d'offres. Par rapport à cette notion de fourre-tout, je nuance quand même un petit peu mon propos, parce que c'est quand même différent pour moi quand on propose de l'individuel, des accompagnements individuels. Parce que c'est justement la force de l'individuel. On peut individualiser, on peut faire du sur-mesure. Tu peux prendre la personne là où elle arrive et du coup commencer à là où elle en est. Donc il n'y a pas cette histoire de elle paye pour quelque chose qu'elle ne va pas utiliser. Par contre, ça n'empêche pas quand même tout ce que j'ai dit précédemment sur la clarté, sur le fait d'avoir quand même des grandes lignes un peu directrices selon les profils qui peuvent venir au sein de ton accompagnement
Faut pas que ce soit un accompagnement non plus qui soit ouvert au tout venant comme ce que je disais, juste avant. Sinon, bah, on retombe dans les mêmes problématiques que j'évoquais. Donc voilà, petite nuance par rapport aux accompagnements individuels, ils peuvent paraître être fourre-tout parce que par rapport à la problématique que tu cibles, tu peux te permettre, d'aller travailler plein de choses différentes. Moi, c'est mon cas dans mes accompagnements individuels. J'ai aussi bien des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat que des entrepreneurs avancés. Donc forcément, je vais pas travailler la même chose avec chacune d'entre elles. Par contre, bah, c'est vraiment au niveau de la séance découverte qu'on vient calibrer tout ça et que du coup, moi, je sais un petit peu les grandes lignes que je vais axer avec un tel ou avec une telle, par exemple. Quatrième point, il se peut que ton offre ne résolve pas un problème qui est suffisamment prioritaire pour ta clientèle pour y consacrer du temps et de l'argent. Donc ça, c'est souvent le cas quand tu t'adresses à une cible qui est très réceptive parce qu'elle est très concernée. Donc une problématique qui concerne beaucoup de gens, mais qui ne convertit pas. Ce qu'il faut savoir dans la psychologie de l'achat, c'est qu'il y a trois pôles qui vendront toujours parce qu'ils sont nécessaires pour l'humain. Ça va être le fait de les aider à gagner de l'argent, ça va être la santé et ça va être l'amour. Mais il faut quand même savoir que même au sein de ces trois pôles-là, tous n'ont pas les mêmes priorités pour les uns et les autres et il y a des classifications au sein même de ces catégories. Donc c'est pas pour autant que ça va être suffisamment priorisé par le client en face pour avoir envie de dépenser l'argent dedans. En tant qu'ancienne naturopathe, par exemple, je sais que même si la santé c'est hyper important, il y a plein de gens qui sont réticents à dépenser et à investir dans leur santé, alors que moi ça me paraît être primordial. Par contre, ils ne vont pas avoir de problème à dépenser 1000 et quelques euros dans le nouvel iPhone qui va sortir. Ça, c'est l'exemple qu'on cite à chaque fois parce qu'il est hyper parlant, hyper véridique. Il n'y a pas de jugement là-dedans parce que chacun met ses priorités là où il le veut, mais c'est quelque chose qui est assez flagrant pour montrer que même sur des sujets aussi importants que la santé, bah, la priorisation ne se fait pas automatiquement chez chacun, quoi. Donc, si tu te rends compte que la problématique que tu traites n'est pas forcément priorisée par ton audience, il va falloir que tu joues sur d'autres plans. Le premier, ça va être pour moi l'éducation. Ça va être important d'éduquer ton audience à ta problématique, à leur problématique du coup, pour qu'ils puissent se rendre compte de l'importance que ça a. Et ça, c'est hyper important parce que parfois, peut-être que tu connais ça aussi dans ton quotidien, mais quand on vit avec quelque chose depuis longtemps, on a tendance à le normaliser et à le minimiser. Ce qui fait qu'on peut oublier le fait que c'est pas normal, justement, de vivre de telle ou telle manière au quotidien ou que ça pourrait être autrement. Et donc ça, c'est important de rappeler que autre chose est possible et de les projeter dans cette réalité idéale où la problématique n'existe plus pour leur faire goûter un petit peu à ce que ça pourrait vraiment être si jamais ils traitaient enfin cette problématique. Ça va aussi passer par leur rappeler tout l'impact négatif, pour le coup, que la problématique va avoir et a sur leur quotidien. Parce que tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut oublier et on peut oublier aussi les conséquences que ça peut avoir sur le plus long terme parce que sur l'instant présent, à l'instant T, on peut s'en accommoder, mais on se rend pas compte qu'en fait, on laisse un peu pourrir quelque chose qui va grossir et prendre de l'ampleur pour plus tard et après éventuellement avoir des regrets de pas s'en être occupé avant. Donc si c'est des problématiques de ce type-là que tu traites, ça peut vraiment être important de rappeler ce genre de choses-là et du coup, ça passe vraiment par l'éducation de son audience. Et enfin, l'autre plan sur lequel tu peux vraiment axer, c'est l'émotionnel et le sentiment d'appartenance. Pour ça, je vais reprendre l'exemple du sac Chanel que j'avais pris déjà dans un épisode précédent, parce que je trouve qu'il est quand même assez toujours parlant. Mais si moi, mon besoin, c'est vraiment de pouvoir transporter mes effets personnels quand je vais à l'extérieur, en soi, le besoin peut être résolu, répondu avec n'importe quel sac à main, même celui que je trouve à quelques euros sur le marché. Mais si j'ai envie de me tourner vers un sac Chanel plutôt à la place, c'est pas parce qu'il répond mieux à ce besoin, c'est pas parce qu'il transporte mieux mes affaires. On va dire que c'est l'inverse parce qu'ils sont en général plus petits, plus fragiles, qu'on n'a pas envie de les abîmer. Donc c'est pas parce que Chanel répond mieux à mon besoin de transporter mes affaires à l'extérieur que je vais avoir envie de me tourner vers celui-ci plutôt qu'un sac à 20 euros ou que je peux trouver un petit peu n'importe où. C'est pas ça. Non, ce qui va me donner envie d'acheter le sac Chanel, c'est le sentiment d'appartenance à un certain groupe d'individus qui possèdent aussi les articles de la maison. C'est aussi l'image que ça va me renvoyer de moi-même et comment ça va me faire sentir. C'est comment je vais me sentir quand je vais faire cet achat-là et que je vais passer ma carte bleue dans un magasin ou être au petit soin pour moi. C'est la manière dont je vais me sentir quand je vais le porter et que je vais voir peut-être comment les gens vont être autour de moi, comment moi je me comporte auprès des autres parce que je vais être à l'aise avec mon image. Ce sont toutes ces petites choses-là qui vont avoir leur importance et qui ne jouent que sur le plan émotionnel et pas du tout au niveau des caractéristiques techniques ou quoi que ce soit de l'objet en question ou du sac à main Chanel. Pour ton offre, c'est pareil. Il faut que tu aides tes clients à visualiser, à se projeter, voir comment ils vont se sentir quand ils vont acheter ton offre, voir aussi ce qu'ils vont ressentir à propos d'eux-mêmes du fait de s'offrir ton offre en question. Et je vais prendre l'exemple du coaching aussi pour ça. Mais moi, quand je m'offre un coaching, ce qui m'exalte le plus, c'est pas tant les séances que je vais avoir avec la coach, même si évidemment que c'est aussi important. Mais non, ce qui m'exalte le plus, c'est le sentiment de puissance que je ressens au moment où je passe à l'acte d'achat.
encore plus quand c'est des sommes assez importantes et que c'est un certain stretch, un risque finalement que je prends avec de telles sommes. Mais justement, quand je passe à l'acte d'achat, que je fais cet achat-là qui est une somme assez importante, ça me montre à quel point je crois en moi, à quel point je crois en mon projet. Du coup, je me sens vraiment hyper puissante, je me sens inarrêtable, je me sens capable de tout. Et c'est cette énergie-là que je viens chercher aussi dans un investissement. Et mes clientes, elles me disent la même chose quand elles passent à l'achat auprès de moi, du coup, quand elles rentrent dans mon coaching. Il y a vraiment cet état-là d'exaltation, de dire j'investis vraiment en moi parce que là, je crois suffisamment en moi pour m'autoriser ce genre de risque. Et en fait, cet état d'esprit-là, c'est un sentiment justement d'appartement, c'est hyper émotionnel et ça joue énormément dans leur décision d'achat. Et ça va jouer, en plus, ça va leur comme les suivre un petit peu tout au long du processus et ça va même driver un peu les résultats qu'elles vont obtenir du fait d'être dans cet état d'esprit-là. Et je vais prendre un dernier exemple, juste si on a besoin de relativiser encore un petit peu, mais juste regardons autour de nous tout ce qu'on essaie de nous vendre au quotidien qui ne sert complètement à rien, qui est complètement inutile. Et là, sur les réseaux, on n'a pas pu passer à côté du succès phénoménal des Laboubou. Donc ces petites peluches qui sont juste affreuses, qui font super peur, mais qu'en fait, qui ont un succès fou. Elles ne servent complètement à rien. On ne sait même pas laquelle on achète, on ne sait même pas si celle qu'on a achetée est celle qui nous plaît, si c'est la couleur qu'on avait envie d'avoir, parce que c'est complètement le fruit du hasard, même ça fait partie du coup de l'expérience et du succès de la marque, mais ça ne sert complètement à rien et pour autant, ça a été en rupture dans tous les magasins, il y a même des contrefaçons qui ont popé de partout, certains se revendent plusieurs centaines d'euros parce qu'ils sont plus rares que les uns ou les autres, enfin bref, c'est quand même assez fou pour un produit qui ne sert à rien. Donc là, pour le coup, il ne répond à aucun problème et pour autant, ça se vend quand même. Pourquoi? Parce que ils ont réussi, la marque a vraiment réussi à créer ce sentiment d'appartenance, ce qui fait que quand on avait un fameux Labubu, on était trop fiers de pouvoir le montrer, de faire partie de la communauté et d'être juste reconnu par rapport à ça. Donc ça a vraiment son importance. Quand on joue vraiment la carte de l'émotionnel, on peut vendre tout et n'importe quoi. La preuve en est avec ces fameuses peluches, quoi. Donc ne néglige pas ce point-là dans ta communication. Le sentiment d'appartenance, c'est hyper important et ça peut te faire relativiser. S'ils arrivent à vendre des petites peluches qui servent à rien, qui sont trop moches, on peut quand même réussir à vendre des offres de qualité qui vont vraiment transformer la vie de nos clients et qui vont aider à améliorer le monde. On passe maintenant au 5e point qui est que ton audience n'est peut-être pas prête à accueillir ton offre. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais le fait de teaser son offre, le fait de faire un pré-lancement de qualité en bonne et due forme, pour que l'audience en face soit réceptive, soit dans les starting blocks, au moment où tu ouvres les portes, au moment où les inscriptions sont ouvertes, au moment où l'agenda ouvre, c'est hyper important. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que d'essayer de vendre une offre auprès d'une audience froide. C'est là où tu as l'impression de sortir les rames, de devoir en faire 2 fois plus, de sortir vraiment les bouchées doubles pour essayer de susciter un quelconque intérêt au niveau de ton audience par rapport à ton offre. Du coup, toi, ça te fait perdre aussi complètement tes moyens parce que tu as l'impression que ton offre est nulle, que c'est ton offre le problème, alors qu'en fait non, c'est juste que tu t'adresses peut-être pas aux bonnes personnes parce qu'elles ne sont pas assez réchauffées par rapport à la problématique ou qu'il n'y a pas encore suffisamment de lien de confiance avec toi. Toutes les choses que j'ai déjà évoquées beaucoup en parlant de cette étape-là de pré-lancement. Et ça peut vraiment être désastreux parce que plus tu vas commencer à flipper, à être voire désespéré, plus ça va se ressentir en plus dans ta communication, donc moins ça va susciter la confiance et en fait tu vois là le cercle vicieux en train de se dessiner. Donc pour moi c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de ne pas faire cette étape-là correctement et c'est important de vraiment repérer, en fait il y a des signaux à repérer auprès de sa communauté pour voir si elle est prête à accueillir l'offre en question. Et ça, on les capte, on arrive à les identifier au moment du pré-lancement. Il y a plusieurs moments où on va s'arrêter un peu pour prendre la température et voir si là, ça y est, c'est le bon moment. Et sans ces datas-là, c'est hyper compliqué, on fait un petit peu à l'aveugle et c'est là où on peut vraiment foncer droit dans le mur et du coup tirer des conclusions qui sont complètement fausses par rapport à son offre et du coup perdre complètement ses moyens, sa motivation, sa confiance en soi, etc., etc. Malheureusement, cette étape de pré-lancement, elle est très peu enseignée. On trouve quand même pas mal de contenu sur comment orchestrer un lancement à proprement parler, mais pas sur toutes les étapes d'avant. En fait, c'est hyper dommage parce qu'il y a vraiment des notions clés à connaître pour le mener à bien et qui servent vraiment à quelque chose, pas juste le faire pour le faire. Et donc, c'est pour ça que dans Ready to Sell, j'ai vraiment consacré un module entier pour que tu puisses suivre ce pré-lancement-là étape par étape et du coup avoir vraiment un guide auquel te référer pour mener cette étape-là à bien et être beaucoup plus apaisé au moment où tu lanceras ton offre de manière plus officielle. Et enfin, on passe au 6e et dernier point qui ne concernera pas tout le monde, mais que je vois quand même assez souvent, donc je voulais vraiment le mentionner, c'est si tu as plusieurs offres et qu'on a du mal à les distinguer. Si tu as plusieurs offres et qu'elles répondent toutes globalement aux mêmes besoins ou qu'elles s'adressent à plus ou moins la même clientèle et que c'est que le format ou les modalités qui changent, alors là, on a un problème.
On parle dans ce cas-là de cannibalisation, c'est-à-dire qu'il y a une offre qui va faire de l'ombre à une autre offre que tu as. En plus, souvent, c'est l'offre la moins chère et celle qui n'apporte pas forcément le plus de résultats. Donc, c'est pas spécialement intéressant non plus pour faire grandir ton chiffre d'affaires ou ton expertise, ta notoriété, parce que on a quand même envie d'être plutôt connu et reconnu pour le meilleur de ce qu'on sait faire et pas pour l'offre la moins chère qui apporte un tout petit peu de résultats. Donc, c'est pas vraiment gagnant pour toi. Et pour ton client, ça peut vraiment être hyper confusant. Parce que si quand il est face à tes offres, il ne sait pas laquelle choisir, il ne sait pas laquelle est la plus adaptée pour lui, bah en fait, du coup, il n'achète pas. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre la découverte de ton offre et l'acte d'achat, il y a 1 million de micro-détails, de micro-obstacles qui peuvent vraiment faire renoncer à la vente, en fait. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Typiquement, je pense que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire un achat, t'avais pas ta carte bleue sous la main, bah du coup tu l'as pas fait et en fait t'as zappé et t'as loupé l'offre en question. Ça, moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi. Donc c'est pour te montrer que ça peut vraiment être des petits détails qui vont faire renoncer à l'acte d'achat. Il y en a plein sur lesquels on n'a pas la main. Par exemple, la carte bleue, on ne peut pas la garder à proximité de son client quand on sait qu'il va passer à l'acte d'achat. Par contre, il y en a plein d'autres sur lesquels on a la main. Et la clarté dont je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet épisode en fait partie. Donc, essayons de réduire au maximum ces micros obstacles qui peuvent vraiment ruiner notre vente. Autant que faire se peut, quand on a la main dessus, bah, c'est dommage de les laisser là en liberté et venir saboter un peu nos résultats. Et je le rappelle, mais le client, ce n'est pas l'expert. C'est pas à lui de savoir ce qui est le mieux adapté pour lui entre telle ou telle offre. Ça, c'est vraiment à toi de le mettre en avant. Évidemment, il peut avoir ses préférences, mais il faut qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause. Et là, c'est vraiment que toi, tu dois intervenir pour vraiment lui apporter un choix finalement qui soit éclairé en lui donnant les bonnes données, les bonnes datas pour qu'il puisse en conscience choisir ce qui est le plus adapté pour lui. Et c'est vrai que quand je vois cette cannibalisation, moi ça me fait un petit pincement au cœur, parce que comme je te disais précédemment, mon business model à moi, c'est pas d'avoir une offre unique et de tout capitaliser dessus. Moi j'aime bien créer de nouvelles choses, j'aime être challengée, j'ai pas envie de m'ennuyer non plus par rapport à ce que je propose. Et je sais que bon, je suis pas la seule dans ce cas de figure-là, beaucoup de mes clientes le sont aussi. Donc le fait de créer un écosystème d'offres qui soit harmonieux, qui nous permette nous de nous épanouir en tant qu'accompagnante, en tant qu'experte, c'est hyper important. Et du coup, bah, c'est trop dommage quand c'est entre guillemets mal fait et que du coup, ça n'a pas les effets escomptés. Parce qu'en réalité, un bon écosystème d'offres, il permet vraiment à son client de pouvoir trouver son compte, peu importe son niveau d'avancement, parce qu'il y a une réponse un peu à n'importe quel niveau de là où il se trouve. Donc ça, c'est hyper pratique. Il peut du coup vaquer d'une offre à une autre parce que bah, il va avancer à tes côtés dans les différentes offres que tu as à lui proposer, ce qui entraîne aussi de la fidélisation, donc bah, un meilleur chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas besoin toujours de renouveler son batch de clients. Donc tout ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est ce qui fait que je crois énormément en un bon écosystème d'offres. Mais encore faut-il que ce soit fait correctement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que dans mon programme Unlimited, donc là pour le coup, c'est mon programme de groupe pour les entrepreneurs qui veulent vraiment atteindre leur prochain niveau de succès. Donc là, les portes sont actuellement fermées. Il y aura une prochaine cohorte en 2026, tout début 2026. Donc là, on peut rejoindre la liste d'attente si jamais ça t'intéresse pour avoir les informations. Mais c'est pour ça que du coup, dans Unlimited, il y a un module aussi consacré à la création de l'écosystème d'offres parce que je ne veux pas que mes coachés, que mes clientes soient enfermés avec une seule et même offre et que toute leur réussite dépend de cette offre-là. Je veux qu'elle puisse avoir une vraie liberté, mais je ne veux pas qu'elle se cannibalise toute seule et qu'elle se tire une balle dans le pied. Et ça va vraiment leur permettre de grandir et de couvrir un terrain hyper large par rapport à ce qu'elles peuvent offrir à leur clientèle. Et ça, c'est vraiment magnifique parce qu'on peut vraiment du coup exploiter, explorer son potentiel, l'étendue de ses connaissances, de son expertise et la mettre à disposition pour sa clientèle. Donc je trouve que c'est vraiment hyper fabuleux. Donc c'est pour ça, l'écosystème d'offres, c'est génial. Mais il faut que ce soit bien fait et il y a des codes quand même à respecter, des méthodos aussi à appliquer pour être sûr de proposer bah, les meilleures offres et du coup de la manière la plus intelligente possible. Donc voilà, moi j'ai terminé de te transmettre tous les points que j'avais en tête qui peuvent expliquer pourquoi une offre a du mal à se vendre. Donc on en a passé en revue 6. Est-ce que ton offre est suffisamment claire? Est-ce que la valeur perçue de ton offre est à la hauteur de ce que tu promets véritablement? Est-ce qu'aussi tu n'as pas des offres qui soient trop générales ou un petit peu fourre-tout? Est-ce que la problématique que tu traites, elle est suffisamment prioritaire dans le quotidien de tes clients? Est-ce que ton audience est suffisamment préparée à recevoir, à accueillir ton offre? Et enfin, est-ce que tes différentes offres, si tu en as plusieurs, ne se cannibalisent pas entre elles
ou ne crée pas trop de confusion auprès de ta clientèle cible. Tout ça, c'est des points hyper importants à aller vérifier, à aller checker. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire s'il y a un de ces points ou plusieurs même qui te parlent plus que d'autres, qui sont avérés dans ton cas, dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me permettra d'avoir tes retours et je serai trop contente de voir si tu as pu du coup corriger certaines choses par rapport à ce qu'on a évoqué ici. Donc n'hésite vraiment pas à me faire part de tout ça, ça me fait toujours trop plaisir. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus et justement, moi je te dis à la semaine prochaine.